Bienvenue à la première conférence de ce lab Territoire inclusif et solidaire qu'on est heureux d'organiser avec Dynamique Familiale. Brièvement, qui sommes-nous ? Dynamique Familiale, c'est un nouveau centre d'études et de réflexion qui a pour vocation d'observer les évolutions des familles, de mieux les comprendre pour éclairer les décideurs publics et privés. Et c'est justement ce que nous allons faire ce matin en dévoilant notre première contribution publique, une enquête qu'on a réalisée avec l'IFOP. On a interrogé 1000 parents d'enfants mineurs et on leur a demandé quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de leur commune, avec deux focus. Un focus sur la question de la petite enfance, parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par le sujet et que donc que vous savez que la compétence d'organisation de l'accueil du jeune enfant est dévolue aux communes depuis le 1er janvier, aux communes ou intercommunalités depuis le 1er janvier 2025. Et on a fait un deuxième focus sur la question de la natalité. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous donner tous les chiffres qui le disent, mais la natalité en France et dans une bonne partie du monde est en chute libre. Et donc on s'est interrogé, est-ce que les parents attendent quelque chose, les parents ou futurs parents attendent quelque chose des politiques locales pour les soutenir dans le projet d'un enfant supplémentaire ? Sans plus attendre, je vais donner la parole à Hugo Lasserre, chef de groupe politique et actualité de l'IFOP, qui va d'abord nous présenter peut-être le profil des répondants avant de nous dire quels sont les critères qui rendent une ville attractive pour les familles. Oui, alors bonjour à tous et à tous. Donc, qui dit sondage et études, donc on a fait une étude IFOP pour Dynamique Familiale et on a interrogé donc 1000 parents d'enfants mineurs en faisant la méthode des quotas, c'est-à-dire qu'on a constitué une mini-France de parents d'enfants au regard de critères de sexe, d'âge, de profession, de catégories d'agglomération. Et cette étude, elle s'inscrit dans un contexte particulier, à 4 mois des élections municipales, et dans un contexte de baisse de la natalité et dans un contexte de transfert de compétences de la petite enfance. Donc très rapidement sur le profil des répondants, on a une majorité des parents d'enfants mineurs qui ont entre 1 et 2 enfants, et à peu près un quart qui ont plus de 3 enfants. Sur l'âge des enfants, c'est assez dispersé, puisqu'on a 14% des parents qui ont des enfants de moins de 3 ans et par exemple 8% qui ont des enfants entre 18 et 25 ans. Mais le chiffre très intéressant et très important, c'est le 17% des parents qui veulent avoir un enfant supplémentaire. Et justement, dans un contexte de baisse de la natalité, c'est vraiment un levier important pour un rebond démographique. Et maintenant, si on rentre vraiment dans le vif du sujet de cette étude, on voit que les parents d'enfants identifient le maire, l'équipe municipale, comme un réel acteur important pour le bien-être des familles, pour que leurs enfants évoluent bien au quotidien. Et on voit que les maires répondent plutôt bien à cette attente, même très bien, puisque 78% des parents jugent que leur commune leur offre un cadre de vie agréable pour les familles et pour le bien-être des enfants. Et comme motif d'attractivité, on a logiquement en premier, ce qui ressort, c'est la qualité de l'environnement scolaire. Puis vient l'environnement sain au quotidien, 44%, c'est-à-dire un environnement peu pollué, des parcs, jardins et espaces verts, ou encore des coins d'eau. Ensuite vient, et là ça fait écho avec les priorités des Français à l'échelle nationale, l'accès à la santé et puis l'aspect sécuritaire. Alors, est-ce que Marc Choucourt des Enfants dehors est là, qui avait un petit peu de retard ? Je propose qu'on lui laisse la parole dans un second temps parce qu'il a eu un souci de métro et on reviendra sur cette bonne pratique après. Et Hugo, je vous laisse continuer donc, oui, sur la perception de l'évolution des services municipaux. Je le vois juste là. Et bien, on va revenir en arrière. Marc, il n'y a pas de problème. C'est... Bonjour, ouais. Bonjour. Donc on le disait, la question de l'aménagement urbain et du cadre de vie sain et écologique est un facteur assez déterminant pour le bien-être des familles. Je suis désolée, je vous prends un peu dès votre arrivée, mais du coup je vais vous laisser peut-être nous dire, on voit beaucoup fleurir le concept de ville à hauteur d'enfant, vous en entendez certainement parler, mais derrière cet argument... allez-y, venez aussi. Derrière cet argument peut-être marketing, qu'est-ce que ça veut dire et quel aménagement urbain on peut penser aussi pour les enfants, mais aussi ceux qui les accompagnent, donc les parents.
Bonjour, je suis Adrienne Van der Wilk, la fondatrice d'une start-up à impact basée en Occitanie qui s'appelle Les Enfants dehors. Et je suis à la base anthropologue et politiste. Et donc, je vais vous parler rapidement de ce que c'est que la ville à hauteur d'enfant. C'est vrai que c'est un mot qui prend de l'ampleur en ce moment, qui est devenu presque une trend et qui s'accompagne de la mise en place de politiques publiques parfois très intéressantes, innovantes. Qu'est-ce que c'est qu'une ville à hauteur d'enfant ? Eh bien, c'est une ville qui d'abord donne la parole dans la conception des aménagements publics aux enfants et aux familles. Alors, il y a tout un champ de littérature qui s'est penché sur la question. Nous, on aime bien mettre en valeur l'auteur Francesco Tonucci qui a écrit La ville des enfants. C'est un peu celui qui a mis ce terme au goût du jour en France. Tonucci définit donc cette participation des enfants comme le socle principal de la ville à hauteur d'enfant. Nous, chez Les Enfants dehors, on s'intéresse principalement au jeu, à la présence du jeu dans la ville de manière formelle, c'est-à-dire dans les aires de jeu, mais aussi de manière informelle, c'est-à-dire à l'échelle de la totalité de la ville. Donc la ville à hauteur d'enfant, c'est d'abord la participation, c'est aussi la présence du jeu dans l'espace. Et puis on le sait tous, une ville remplie de voitures, malheureusement, c'est une ville où les enfants n'ont pas la sécurité de circuler, surtout de manière autonome. Et la ville à hauteur d'enfant, c'est aussi la circulation autonome des enfants, et ceci en sécurité. Donc ce sont ces trois piliers, la participation, la mobilité autonome et le jeu dans la ville, qui font d'une ville une ville à hauteur d'enfant. Nous, ensuite, avec Les Enfants dehors, on a ramené des dispositifs des Pays-Bas, car quand on se promène à Amsterdam, on se rend vite compte que ces trois piliers ont été inscrits presque by design dans les aménagements urbains, et ce depuis un certain temps, notamment à Amsterdam, à Rotterdam, à Utrecht. Et là-bas, comme dans beaucoup de pays scandinaves, on trouve des dispositifs super intéressants qui permettent aux familles de se sentir bien en ville. Parce qu'on le sait, la problématique des villes françaises, c'est aussi que les familles désertent les villes pour aller se mettre dans le périurbain ou dans les zones rurales. Et on veut tous que les familles se sentent bien en ville. Et donc ces dispositifs urbains, notamment celui que nous avons ramené à Montpellier, c'est un des moyens de faire en sorte que les familles se sentent bien. Donc ce dispositif qui est intéressant, c'est l'aire de jeu gérée. Et une aire de jeu gérée, c'est très simple. C'est une aire de jeu comme on les connaît. Simplement, on y installe une association de quartier. Donc c'est un petit peu à mi-chemin entre l'aire de jeu et le centre social. Et le fait de mettre un petit bâtiment dans lequel l'association va installer un café des enfants, va mettre du matériel de jeu, va procéder à des animations, eh bien c'est un dispositif qui éclaire la totalité du quartier. Et j'en veux pour preuve le test pilote que nous avons fait dans la ville de Montpellier en partenariat avec la collectivité. Nous avons installé un café des enfants dans une aire de jeu que nous gérons et que nous activons. Eh bien, cette aire de jeu, en un an, elle a accueilli plus de 80 000 familles. C'est l'aire de jeu la plus fréquentée de la ville. Et ça a été conçu en partenariat avec les services. Je vais laisser Marc, mon associé, vous raconter comment on a fait et pourquoi c'est intéressant pour les villes françaises. Oui, donc bonjour à tous, Marc Chaucourt, je suis donc cofondateur des Enfants dehors et par ailleurs j'ai une double casquette puisque je suis directeur de l'aménagement urbain dans une ville dans le 92. Donc Adrienne l'a dit, effectivement, importer l'aire de jeu gérée en France, ça change tout dans la conception même des quartiers et dans leur vie au quotidien. Je ne compte pas le nombre de projets d'aménagement que l'on prévoit, que l'on planifie, et où malheureusement les familles n'arrivent pas à trouver leur place parce qu'il n'y a pas au cœur de ces quartiers des espaces pour activer et pour répondre à leurs besoins. Je rappelle qu'un foyer sur 3 en France est une famille avec un enfant de moins de 12 ans. Et nous, le concept que l'on propose, que l'on développe, c'est vraiment de dire que l'aire de jeu gérée, l'aire de jeu naturelle, elle peut être une réponse pour permettre aux familles d'avoir un endroit à l'intérieur des quartiers qui réponde à leurs besoins et qui soit aussi, et c'est sans doute le plus important, un lieu de rencontre, un lieu de mixité, un lieu d'échange entre des familles qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques de vie, mais qui rencontrent là, avec l'éducation de leurs enfants, des problématiques qui sont similaires. Il y a plein de montages qui sont possibles. Nous, on en a travaillé un certain nombre, on y réfléchit à d'autres, pour faire en sorte d'activer ces délaissés de ville, ces espaces publics qui sont peu utilisés ou ces espaces en devenir. On travaille sur différents modèles
avec des structures associatives, avec des porteurs de projets, avec évidemment des entreprises. Il faut faire preuve de flexibilité pour vraiment permettre l'activation la meilleure. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de villes qui ont pris vraiment le lead sur la ville à hauteur d'enfant, qui développent cette vision holistique, à la fois répondre aux besoins des familles et en même temps renaturer la ville. Ce mouvement aujourd'hui, il émerge. Il a déjà démontré d'un certain nombre d'impacts, mais je crois que dans vos futures campagnes, maires et candidats élus, le sujet de vraiment permettre aux enfants de trouver leur véritable place dans la ville à travers des aménagements très concrets, ça permettra véritablement de proposer à vos familles des espaces de solidarité et d'émancipation. Merci beaucoup. On va passer, on switch un peu d'un sujet à un autre, mais voilà, on a une demi-heure qui est assez dense. Sur l'évolution des services municipaux, quelle perception ont les parents des services qui leur sont dédiés ? Oui, alors les parents, si on reprend l'étude, jugent globalement assez stable et peu importe les domaines testés, l'évolution de l'action municipale pour près d'un sur deux. Et on a notamment sur l'environnement sain, le cadre de vie, on l'a vu auparavant, qui est très important pour élever ses enfants. On a 31% des parents d'enfants mineurs qui déclarent que ce domaine s'est amélioré. Il y a néanmoins des points de vigilance, outre l'aspect sécuritaire. On voit que 22% des enfants des parents d'enfants considèrent que l'accès à la santé s'est dégradé. On rappelle, on a 8 à 10 millions de nos concitoyens qui vivent dans des déserts médicaux. Et puis il y a vraiment un syndrome du pédiatre où aujourd'hui on a vraiment du mal à trouver un pédiatre, à trouver un médecin. Et autre point de vigilance, c'est sur le logement. On a 21% des parents qui considèrent que ce logement, l'accès au logement s'est dégradé. Et ça rentre en écho avec nos enquêtes nationales où on voit que près de 9 Français sur 10 considèrent qu'aujourd'hui il est très très compliqué de se loger en France. Merci beaucoup. Pour les bonnes pratiques, je laisse la parole à Théo Caviezel de la Fédération française des trucs qui marchent. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette super initiative positive. Je lui laisse peut-être nous dire brièvement un tout petit mot de la Fédération française des trucs qui marchent et présenter trois bonnes pratiques mises en place par des municipalités pour favoriser des services municipaux vraiment dédiés aux familles. Bonjour à tous et tous, Théo Caviezel. Donc je travaille à la Fédération française des trucs qui marchent et mon métier c'est d'aller à la rencontre des maires, des élus locaux partout sur le territoire français pour qu'ils me présentent ce qui fonctionne. Et je vois que chez vous, monsieur, il y a pas mal de choses. Donc au plaisir d'aller à Malakoff l'année prochaine. Et ensuite, à travers des partenaires médias notamment, on met en avant ces initiatives pour qu'elles se dupliquent ailleurs. Pour se dire qu'une initiative locale, elle va d'abord se dupliquer chez son voisin, puis dans le département limitrophe, puis derrière infuser dans toute la France, mais petit à petit, de manière cohérente, plutôt que d'imposer des grands schémas, des grands plans qui viennent du haut. Et donc, depuis 4 ans, la veille au soir du Salon des maires, on organise la grande soirée des trucs qui marchent. Et donc, je suis un petit peu fatigué parce qu'hier soir, on était au cirque d'hiver où 6 maires sont venus, tels des stars, au milieu du cirque d'hiver pour nous présenter des initiatives formidables. Et donc, je vous laisse en présenter quelques-unes de ces initiatives formidables que vous repérez et qui sont consignées dans un petit bouquin. Exactement, on sort aujourd'hui même le livre de nos 4 ans d'aventure aux éditions Buchet-Chastel. Et madame, vous parlez de la ville à hauteur d'enfant, de la place des voitures, des aires de jeu. Et bien tout ça, le maire de Mutterholz, écologiste des Petits Pas en Alsace, ancien professeur, s'y est accaparé. Il a fait le début de sa carrière à Mutterholz en tant que prof et ils ont un très bon gymnase et beaucoup de jeunes gymnastes là-bas en compétition internationale et tous les jours il amenait ses enfants, ses élèves de l'école au gymnase à pied. Il revient 20 ans plus tard, il découvre que les professeurs n'amènent plus les enfants au gymnase et font sport dans la cour d'école. Pourquoi ? Parce qu'il y a 9000 véhicules qui coupent le village chaque jour, parce que c'est à proximité de Sélestat et de Strasbourg, et qu'on a coupé par des grosses départementales nos villages en deux, et que c'est beaucoup trop anxiogène, et avec des parents qui ont de plus en plus peur et qui remettent de plus en plus la faute aussi sur le corps enseignant pour un rien, les professeurs ne voulaient plus prendre de risques.
Eh ben, il s'est dit, mais comment faire alors que l'école et le gymnase sont à 50 mètres, 100 mètres à vol d'oiseau. Mais il faut faire un grand tour par la départementale pour y arriver. Eh ben, on va essayer de tracer une ligne tout droit. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on se fait ça? On traverse plein de propriétés privées qui auparavant étaient plus ou moins privées, plus ou moins publiques. Il y avait des chemins ruraux un peu partout. Il est allé voir un propriétaire, puis un deuxième, puis un troisième. Monsieur, est-ce qu'on peut passer dans votre jardin? Madame, est-ce qu'on peut démolir votre grange pour continuer ce chemin? En 10 ans, ils ont fait un chemin piéton et cyclable qui va de l'école au gymnase. On appelle ça un truc qui marche. Et c'est ce qui fait que le village de Mutterholz est cité un petit peu partout dernièrement. Donc ça, c'est sur le cadre de vie, sur l'environnement scolaire, c'est vraiment quelque chose à saluer. Et derrière ça, en fait, il y a eu le cœur du village qui s'est irrigué par plein de nouveaux petits chemins qui se sont créés. Voilà, ça a vraiment créé une super dynamique. Alors sur la question effectivement de l'aménagement urbain, on voit que les parents disent plutôt que les choses se sont améliorées, mais en revanche sur la question du logement et de l'accès à la santé, on remarque que les choses se sont un petit peu détériorées, mais peut-être pas partout, puisque vous allez nous présenter 2 initiatives où les choses sont un peu plus heureuses qu'ailleurs. Oui, avant de parler des enfants, il faut que les familles qui sont en âge de procréer et qui veulent se projeter avec un enfant puissent se loger et investir une ville. À Roubaix, une des plus pauvres villes de France, un parc de logements dans un état désastreux, des milliers de logements vacants. Ils se sont dit on va prendre à bras le corps cette problématique parce qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Si demain on n'a plus de logement, on n'a plus de patrimoine bâti, on ne peut plus accueillir des familles. Ils ont embauché 4 personnes à temps plein dans cette brigade de logements vacants. Ils vont chercher les propriétaires, les retrouver et ils les incitent soit à faire des travaux pour louer, soit à faire des travaux pour acheter ou pour y vivre eux-mêmes. Donc ça, c'est la carotte. Et derrière, le bâton, vous ne voulez pas jouer le jeu, votre bâtiment est en péril et menace une rue, une ruelle ou que sais-je, expropriation. Et ils ont remis plus de 600 logements vacants ces dernières années dans le circuit. Et c'est tout autant de familles qui peuvent se projeter dans un environnement sain. Et pour la santé, dernière petite initiative à éclairer. Vous parlez des déserts médicaux. À Agen, ils n'ont pas attendu qu'on leur donne des millions pour reconstruire des hôpitaux ou je ne sais quelle mesure. Ils se sont dit, mais si on n'arrive pas à faire venir un médecin par an, pourquoi ne pas faire venir 52 médecins une semaine? Et en fait, il y a des médecins qui se relaient à Agen et maintenant dans 9 autres lieux en France pour ramener des soins au plus proche des territoires et notamment ruraux. Ça a ramené plus de 5000 personnes qui n'avaient plus de médecin traitant vers une offre de soins. Merci beaucoup. On vous le disait en introduction, on a fait un zoom sur la question des modes de garde et peut-être Hugo, vous pouvez nous en dire plus. Oui, alors rapidement, on a fait un focus sur les modes de garde et actuels. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a 3 entre guillemets marchés qui se dégagent. Le premier, c'est le chez-soi, avec la garde parentale à la maison. On a la nounou avec l'assistante maternelle agréée, et puis les crèches, qu'elles soient collectives ou des micro-crèches. Et on l'a mis en comparaison avec le mode de garde idéal. Et ce qu'on voit, si on additionne les crèches collectives et les micro-crèches, c'est qu'il n'y a pas d'écart significatif. En fait, les parents sont globalement satisfaits de leur mode de garde actuel. Et ça rentre même en écho avec le fait qu'ils sont globalement satisfaits de l'environnement au quotidien dans leur commune pour élever leurs enfants et pour leur famille d'une manière générale. Néanmoins, on a tout de même, malgré cette satisfaction à l'égard du mode de garde, il y a toujours un renoncement professionnel. Un tiers des parents déclarent avoir déjà dû renoncer à une opportunité professionnelle faute d'un mode de garde adapté. Et ça, il y a toujours un clivage genré. Malgré les avancées, la charge mentale de l'éducation repose toujours majoritairement tout de même sur les mères. Merci. Une bonne pratique rapidement, et cette fois c'est moi qui vais vous la présenter. C'est l'incubateur à MAM, à Maison d'assistante maternelle de l'agglomération du Grand Chalon, qui a été récompensé l'année dernière par un prix. On connaissait les incubateurs à start-up, maintenant les incubateurs à MAM. C'est un petit peu pour
voilà, aider les assistantes maternelles qui éprouvent un sentiment de solitude dans l'exercice de leur profession, de pouvoir créer un tiers-lieu avec plusieurs assistantes maternelles pour se retrouver et exercer ensemble la profession et donc collaborer ensemble. Les MAM fleurissent un petit peu partout sur le territoire, mais l'agglomération du Grand Chalon s'est rendu compte qu'il y avait des freins à la création de ces MAM, notamment des freins administratifs. Vous savez qu'on est les champions des normes en France et que donc il était difficile pour des assistantes maternelles qui souhaitaient se projeter dans ce type de structure de lever les freins administratifs. Et puis, il y a toujours un petit peu l'envie de tester avant de se lancer. Et donc là, on leur permet de tester ces MAM. Il faut savoir que sur le territoire du Grand Chalon, en 7 ans, il y avait eu 30% d'assistantes maternelles en moins, alors qu'on sait que c'est un mode de garde qui est assez plébiscité par les familles, par la flexibilité qu'elles offrent. Et donc, le Grand Chalon espère bien, et c'est déjà le cas, que des assistantes maternelles se lancent ensemble et que même cela puisse susciter des vocations pour de nouvelles assistantes maternelles. Voilà, qui dit petite enfance dit évidemment natalité et la question du soutien à la natalité. On étudie souvent le concept de natalité d'un point de vue très macro à l'échelle de la France ou même à l'échelle internationale sur les questions démographiques de manière globale. Mais finalement, est-ce qu'à l'échelle locale, les politiques locales ont un rôle à jouer pour soutenir la natalité ? Alors, on a fait un focus sur les maires et ce qu'on voit, nous, dans toutes nos enquêtes municipales, on en fait énormément à l'échelle des collectivités, c'est que le maire, c'est devenu un urgentiste de la République, au-delà de son rôle de chef d'orchestre de la commune. C'est-à-dire, quand il y a un problème, aujourd'hui, on va voir en priorité le maire. Il y a une grosse charge qui est pesée sur le maire avec des attentes très très fortes des citoyens. Et ça, sur la natalité, eh bien, ça ne fait pas figure d'exception, puisque le maire est réellement attendu par les parents. On a 55% des parents qui estiment que les politiques et services proposés par leur commune ont un rôle important à jouer pour encourager la natalité. Ça s'observe, qu'importe que vous soyez de droite, de gauche ou du bloc central, ou que vous habitez en région parisienne ou dans des communes rurales. Et si on va un petit peu plus précisément dans les détails, où est-ce qu'il est attendu le maire ? Eh bien, il est attendu pour encourager la natalité, il est attendu en premier sur la santé, c'est-à-dire avoir un médecin traitant, avoir des services hospitaliers de qualité, alors même que ce n'est pas une de ses compétences directes. Ça, c'est dû à quoi ? Ce qu'on voit, c'est qu'on a une éclipse du politique à l'échelle nationale. Il y a une crise du résultat à l'échelle nationale qui a été accentuée avec la dissolution de juillet 2024. Et aujourd'hui, c'est les maires qui sont en première ligne et qui doivent répondre à des attentes fortes qui devraient être réglées à l'échelle nationale. Donc la santé, puis l'urbanisme, la sécurité aussi, l'aspect sécuritaire qui est très important, et le pouvoir d'achat ressort également comme critère décisif pour encourager la natalité, parce que bénéficier de tarifs municipaux plus avantageux pour les familles, c'est une denrée rare et précieuse. Alors rapidement également, on voit que on n'a pas encore parlé du soutien au pouvoir d'achat des familles qui ont un enfant. Alors au-delà qui accueillent un enfant supplémentaire ou un enfant, effectivement, vous le savez tous certainement que la CAF verse une prime naissance sous condition de ressources, mais quelques municipalités se lancent aussi dans la prime naissance. On en a identifié quelques-unes, Versailles à partir du 3e enfant, et puis des communes de taille plus réduite, et vous le trouverez dans vos rapports, verse une prime naissance, c'est plus de l'ordre du symbolique, mais c'est de pouvoir illustrer ce proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant, et c'est montrer que le collectif et la municipalité s'engagent aux côtés des familles qui accueillent un enfant. Et puis rapidement, sur les électeurs, sur les parents comme électeurs, on voit que c'est une base électorale active et potentiellement on peut la mobiliser. On a 78% des parents qui ont l'intention d'aller voter aux élections municipales. C'est un chiffre à nuancer parce qu'entre intention et certitude du vote, c'est un peu différent, mais ça montre une base active et potentiellement mobilisable. Et dans le sillage de ce qu'on voit dans toutes nos enquêtes nationales, le citoyen, il se perçoit comme un usager des services publics, et comme critère de vote, eh bien, il va considérer tout ce qui le touche au quotidien, et ça, les parents, ça ne fait pas figure d'exception, puisqu'on a 91% des parents qui estiment que la place faite aux familles influencera leur vote pour ces prochaines élections municipales.
Et alors en conclusion et mise en perspective, je vais laisser la parole à Olivier Portier, qui est analyste territorial et qui a travaillé, fait l'ébauche d'une étude sur le dynamisme que l'arrivée d'une famille sur un territoire, le dynamisme économique que cela pouvait générer. Je lui laisse nous en dire plus et puis nous en dire plus aussi sur ses perspectives d'études, peut-être sur la question de la natalité qui l'intéresse aussi en tant qu'analyste territorial. Bonjour à toutes et tous, merci. Oui, effectivement, donc analyse territoriale, c'est peut-être un peu abstrait, mais je travaille sur l'analyse des dynamiques territoriales et j'accompagne les collectivités locales dans la compréhension de leurs enjeux territoriaux, à la fois sur les questions démographiques, économiques, sociales et environnementales. Et effectivement, dernièrement, j'ai travaillé en fait sur une politique publique qui vise à favoriser l'accueil de familles dans les territoires. Et notamment, ce qu'on m'avait demandé d'essayer de produire, c'est de faire une espèce d'estimation de l'impact économique de l'arrivée de ces nouvelles familles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mécanique territoriale, elle est assez sophistiquée. Elle est différente de celle que l'on peut observer à l'échelle des États-nations. Je vais essayer de faire très court, mais en gros, à l'échelle d'un pays, quand vous avez de la croissance économique, vous savez, ce fameux PIB qui augmente et derrière lequel on court en permanence, ça génère potentiellement une augmentation du volume d'activité, une baisse du chômage et même potentiellement une amélioration du sort des populations sur le plan social. Au niveau territorial, la mécanique est plus complexe et ce chaînage ne s'opère pas nécessairement. Pour le dire trivialement et rapidement, vous avez des territoires avec un très gros PIB qui créent beaucoup de richesses, mais qui pourtant se transforment assez peu en revenu local, c'est-à-dire qui profitent peu aux populations résidentes. Et inversement, vous avez des territoires qu'on pourrait trivialement là aussi qualifier de paresseux, qui vont avoir un petit PIB, qui vont créer peu de valeur, mais disposer d'un gros revenu. Pourquoi ? Parce qu'il existe à l'échelle territoriale des mécanismes de redistribution de richesses extrêmement puissants, à la fois via les mécanismes de solidarité nationale, par exemple l'allocation des pensions de retraite, on en parle beaucoup en ce moment. Les pensions de retraite constituent le type de revenu le plus important quand on comptabilise les revenus à l'échelle territoriale, et de très loin. A contrario, les revenus qu'on appelle productifs exportateurs, qui sont issus de nos activités productives, qui vont créer du PIB, pèsent relativement peu. Donc je passe très vite là-dessus, mais si vous voulez, c'est pour vous dire que cette mécanique redistributive organisée au niveau national a des répercussions très puissantes au niveau local. Et donc ce qu'il faut produire, c'est une analyse de l'impact des familles qui s'implantent dans un territoire à l'aune justement de ce qu'elles apportent comme revenus. Et pourquoi c'est important ? C'est parce qu'une famille, c'est aussi un agent économique et c'est un consommateur potentiel. Or, dans cette mécanique territoriale que j'ai commencé à vous décrire, il y a un premier enjeu qui renvoie à la question de la captation des revenus par les territoires, mais il y a un second enjeu qui est systématiquement oublié, que ce soit par les analystes ou les élus locaux, c'est la question de la consommation locale. Donc une nouvelle famille qui s'implante dans un territoire, ça semble évident, mais pourtant c'est peu intégré dans nos réflexions au niveau local, va potentiellement consommer dans le circuit économique local et stimuler ce qu'on appelle l'économie de proximité, c'est-à-dire cette économie qui s'adresse à une clientèle qui est présente dans le territoire. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on avait commencé ce travail avec l'AOU c'est ce cabinet qui travaille sur l'appui à l'attractivité résidentielle des territoires pour faire venir des familles, notamment pour le département des Vosges. On était au début de la démarche, mais déjà, assez rapidement, une cinquantaine de nouvelles familles s'étaient implantées et on avait estimé l'afflux de revenus supplémentaires que ça avait généré à hauteur de 1,6, 1,8 million d'euros de salaires nets, de revenus nets. Et ensuite, avec des données dont je dispose et que je fabrique, on avait calculé ce que potentiellement cet argent pouvait générer en termes de création d'emplois de proximité. Et ça représentait entre 6 et 8 emplois de proximité supplémentaires créés via ces nouvelles dépenses de consommation réalisées par ces nouvelles familles. Donc on a la possibilité, quand d'une part on maîtrise les fondamentaux de la mécanique territoriale et quand on arrive à construire un certain nombre de données, on a la possibilité d'évaluer les impacts socio-économiques de l'implantation des familles dans les territoires. Oui, et un petit peu plus loin, sur les questions donc, qui vont vous préoccuper peut-être les mois prochains, sur la question de la natalité, comment vous appréhendez ça à l'échelle d'un territoire ? Oui, alors effectivement, notamment ces derniers temps, depuis un an, j'ai travaillé avec la Poste, Intercommunalité de France et l'Association des directeurs généraux de communautés sur la production d'un atlas territorial des dynamiques du vieillissement. Ce phénomène, on en parle effectivement énormément aujourd'hui, notamment par rapport à la question de la réforme des retraites. Et je vois bien aussi au gré de mes pérégrinations dans les territoires que, outre la question du vieillissement et de l'autonomie,
la question de la natalité et la relance de la natalité préoccupe de plus en plus nos élus locaux. Et donc, il me semble indispensable aujourd'hui d'apporter des éléments d'éclaircissement au débat de manière territorialisée et non pas de manière uniquement macro-nationale, comme vous le disiez, et essayer de produire des analyses fines sur les déterminants de la dynamique de la natalité à l'échelle territoriale. Et notamment des travaux récents ont par exemple mis en lumière un phénomène qui avait été un peu mis de côté, c'est évidemment la structure du parc de logement et son adaptation en termes de taille et nombre de pièces aux besoins des jeunes familles qui ont besoin effectivement de logements un peu spécifiques, suivant un gabarit spécifique, pour potentiellement faire un enfant de plus. Donc mon ambition pour l'année 2026, c'est effectivement de produire une analyse fine, territorialisée, sur la dynamique de la natalité dans les territoires et d'analyser ces déterminants à l'aune de la structuration du parc de logement, des conditions économiques et surtout de mettre ça en relation avec les résultats qu'on vient de voir sur la relation qu'il peut y avoir entre la qualité du cadre de vie offert par les territoires et cette dynamique de la natalité. Merci beaucoup à nos intervenants. La demi-heure était dense. Je crois que maintenant, voilà, la captation va s'arrêter parce qu'on était capté pour une rediffusion sur mer.tv. Mais en revanche, nous, on reste là encore quelques instants. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à venir les poser. On sera ravis d'échanger puis de faire connaissance avec chacun de vous qui avez peut-être des problématiques précises pour vos territoires. Et puis, vous l'avez trouvé sur vos chaises, le rapport de dynamique familiale, qui est donc la première contribution publique de dynamique familiale, réalisée à partir donc, des résultats de l'IFOP et de mise en perspective avec des bonnes pratiques que vous retrouverez dans ce document. Et puis voilà, c'est la première contribution qu'on est heureux de partager avec vous ce matin. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur LinkedIn ou à vous abonner à notre newsletter. Très bonne journée à vous et très bon salon des maires à chacun de vous.